m'entendez? Pour commencer, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Alors après le préambule, non, c'est pas moi, où vous posez l'origine du film, on entre dans un rêve, dans votre rêve, et à partir de là, le film entremêle des éléments qui sont très disparates. Il y a des choses que vous avez réalisées pour C'est pas moi. Il y a des extraits de vos films précédents, des archives personnelles. Il y a des extraits de films qui traversent l'histoire du cinéma, qui surtout ces premiers temps, des choses qui ont été fondatrices pour vous. Il y a des extraits télévisuels, des archives photographiques, de la musique, des voix, la vôtre, du texte à l'écran. Alors, la première question, c'est ce grand collage et cette circulation permanente entre des éléments très disparates. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu rapidement avec cette commande, c'est-à-dire avec la question qui vous était adressée par le Centre Pompidou, où en êtes-vous? Ce qui m'est venu rapidement, je crois, c'est comme toujours, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il fallait faire avec le chaos. Je ne sais pas si vous avez tourné quelque chose. Donc c'était au départ que des choses que soit j'avais chez moi, des archives, des choses comme ça, soit des trucs planés sur le web. Donc c'était c'est le premier film que je monte sans la monteuse débit. Donc il fallait un peu apprendre à monter. Donc voilà, c'était un film fait comme ça, à la fois au lit, parce que j'ai un souvenir que j'avais des idées. La nuit, le matin, je collais des trucs que j'avais, que je trouvais. Et j'enregistrais ma voix avec mon téléphone. Voilà. Dans le film, vous traversez le cinéma et l'époque, des histoires dont vous et votre génération avez hérité. Je pense au nazisme en premier lieu, ou des histoires que vous avez vécues, tout ce qui vous est contemporain. Et cette traversée, vous la faites d'une part avec une conscience qui n'est pas manichéenne, c'est-à-dire avec le constat qu'on peut subir le mal et le faire. Alors c'est présent notamment à travers les mauvais pères, parmi lesquels vous vous inscrivez. Et c'est présent d'une autre manière et de façon très paroxystique avec Polanski. D'autre part, vous posez que face aux salauds, dont les visages souriants se succèdent, il faut, je vous cite, choisir son champ, rejoindre le contre-champ. Et vous montrez des images notamment d'Isadore Greenbaum en 1939 à New York, qui a eu le courage, dans une réunion de plus de 20 000 nazis américains, de monter sur scène et crier à bas Hitler. Il s'est fait tabasser avant d'être exfiltré par la police. Vous évoquez aussi l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, dans une séquence qui, je crois, n'est pas montée dans Holy Motors. Il y a les actions des femmes ukrainiennes, et notamment de l'une de l'informatrice, Oksana Shachko. Et puis vous montrez les images insoutenables de Elan Kurdi et de son petit frère, de son grand frère, pardon, qui ont été retrouvés morts noyés sur une plage. C'était des enfants syriens dont l'embarcation avait fait naufrage en 2015 au large de la Turquie. Dans vos films Merde, en 2007, et dans Holy Motors, donc en 2012, il y avait déjà des irruptions de la violence et de l'abjection contemporaine. Il y avait des migrants qu'on croisait dans les égouts, il y avait des armes, ceux qui s'en servent et ceux qui les promeuvent, il y avait l'extrémisme religieux qui a servi les femmes. Mais ici, dans C'est pas moi, la violence du réel
Elle est exposée à multiples reprises et la question de la résistance, vous la soulevez vraiment plusieurs fois, très directement. Alors cette confrontation plus directe aujourd'hui, elle vous vient d'où? Elle répond à quoi? Je pense que c'est un film d'enfant. C'est un enfant du XXe siècle, donc vieux, qui s'adresse un peu à des enfants du XXIe siècle, ma fille, le titre vient de là, c'est pas moi, c'est la parole de l'enfant. À la fois, c'est pas moi, ça peut être différentes choses, ça peut être c'est pas moi comme un mensonge, donc les premiers mensonges de l'enfance qui sont les plaisirs de la fiction de l'enfant. Ça peut être c'est pas moi d'injustice, c'est pas moi qui fais ça. Je suis arrivé dans ce sentiment d'injustice aussi, qui vient très vite. Donc, il faut savoir quoi faire, c'est résister, comment faire. C'est pas moi, c'est aussi ce que disent les salauds qu'on voit dans le film ou d'autres, c'est pas moi, c'est eux. Donc, oui, j'ai l'impression que c'est un. Si on parle d'autoportrait, c'est un autoportrait où j'essaie de me mettre dans l'enfance. C'est vrai que si on imagine sur les salons, encore une fois, l'enfant ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas pourquoi il y a à tout moment sur Terre, il y a 10, 15 cas qui sont des cas qui causent tant de désastres. Il lui semble que si 10, 15 cas, il suffit de 10, 15 balles pour résoudre le problème. Et je dois dire, je suis toujours là. Je passe son temps, en fait. On en reste là quand même. On est toujours au même point. Et est-ce que cette mise en avant de la résistance, ça a quelque chose à voir aussi, comme vous le disiez au début, avec la passation, le souci de la jeunesse? J'ai l'impression qu'à tous les âges, je me suis intéressé à tous les âges. Je me rappelle de mon premier film, je voulais vraiment pas, je ne sais pas si ce serait le dernier, mais je voulais vraiment filmer des bébés, des femmes, etc. Donc voilà, la jeunesse, il faut compter dessus, on n'a pas le choix. Elle est pas plus glorieuse que les années ou je ne sais quoi. Mais les questions sont les mêmes, c'est-à-dire surtout, moi je suis né 15 ans après la guerre, mais oui, qu'est-ce qui en moi résiste, qu'est-ce qui en moi collabore, qu'est-ce qui en moi avance, recule, qu'est-ce qui en moi combat. Gravité, légèreté, vous posez en miroir les deux thèmes. Le burlesque, l'humour, alors souvent noir ou grinçant, est présent dès vos premiers films. Mais dans C'est pas moi, vous accédez aussi à une nouvelle légèreté par l'auto-parodie qui est très présente. Et puis par quelques séquences qui déclenchent un rire franc. Alors ce ton nouveau, ce déplacement, là aussi, à quoi est-ce qu'il répond? Est-ce que comme maire de Motors, Annette l'avait déjà entamé, il aide à abattre les statues, dont la vôtre? Cette légèreté? En fait, cette légèreté, je l'ai toujours cherchée, je ne l'ai pas atteinte, mais je l'ai toujours cherchée. Je pense que même quand je faisais mes premiers films, les 3 premiers films qui sont les mêmes acteurs, Denis Lavant et il me semble que c'était à chaque fois l'histoire de quelqu'un qui n'arrive pas à décoller, qui n'arrive pas à quitter la gravité.
phrase de Céline. Je crois qu'on m'a demandé quelle serait sa dernière phrase avant de mourir. Il avait dit qu'ils étaient lourds les hommes. Et donc il y a eu toujours cette recherche de l'élan vital, comme je dis dans le film. Et c'est pour ça que le film est un hommage au chef opérateur de mes 3 premiers films, qui s'appelait Jean-Yves Escoffier. Et on aimait beaucoup, je le dis, la musique de générique de Connu les petits, qui est une vieille ère dont les paroles, qui ne sont pas dans Connu les petits, mais les paroles étaient que ne suis-je fougère. Et on avait décidé avec Jean-Yves qu'on mettrait ça sur le bouton, que ne suis-je fougère. Cette recherche de la liberté. Alors, la musique est très importante dans C'est pas moi, comme depuis notre premier long métrage, Bohemian Girl, en 84. Donc, vous reprenez ici un court extrait de la séquence nocturne avec Denis Lavant écoutant When I Live My Dream de Bowie. Et puis aussi un extrait de la course dans Mauvais Sang. Là, vous changez la musique, on entend Bowie a cappella. Vous faites également rejouer à Baby Annette la séquence magnifique de la course de Mauvais Sang sur Modern Love de Bowie. Je me demandais, est-ce que la musique vient parfois en même temps, voire en premier dans l'impulsion de certaines séquences de vos films? Et comment ça se construit entre musique et image, y compris au tournage? Quand il y a musique, elle vient toujours en premier. Pendant 3 films, j'ai les 3 premiers. C'est des musiques existantes, il n'y a pas de musique originale. Alors, bon, mon rêve aurait été d'être musicien. Mon rêve était, je pense qu'il n'y a pas de plus belle vie que la vie dans la musique. Voyager avec un instrument, ou avec sa voix, ou avec sa partition, ou avec son stylo. Bon, la musique a été. Je l'ai éjectée. Et avec le cinéma, je pense que c'est le plus proche que je puisse être de la composition musicale. J'avais trop peur quand j'étais jeune. Je me disais. Un des avantages du cinéma, c'est qu'il n'y a rien de savoir. Il faut savoir rien faire pour faire du cinéma. C'est un peu le goût des cancres. Ils ne savent pas peindre, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas filmer, ils ne savent pas dessiner un décor. Dans mon cas, ça ne veut pas diriger les acteurs. Il y a vraiment un rythme vide. Mais il faut avoir le sens de la musique. Moi, j'avais peur. Donc j'ai eu peur de comment est-ce qu'on parle à un chef opérateur, comment est-ce qu'on parle de lumière, ça me paraît impossible. Comment est-ce qu'on parle à un acteur, comment est-ce qu'on parle de quoi que ce soit. Et je me dis avec un compositeur, c'est pire parce que si on parle de musique, et si on envoie une musique qu'on n'aime pas, on ne peut pas la réécrire, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai mis très longtemps avant d'avoir envie. Ici, il y a aussi beaucoup de voix. Il y a la vôtre d'abord, il y a celle de vos acteurs, il y a celle d'Otto, de Ramu, de Barbara, de Godard, entre autres. Il y a celle de votre fille, Nastia Gouloubet-Lagarax, dans une très belle séquence qui associe musique et voix, où elle joue un thème de Michel Legrand pour les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, et le chantonne en même temps. Elle est emportée par l'élan de la musique. C'est comme le déchaînement d'une tempête intérieure. Certaines de ces voix que je citais, qu'on entend résonner dans le film, vous accompagnent, je crois, depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces voix et de ces sources? Oui, c'est toujours étonnant de voir quelque chose qui vous accompagne depuis toujours, je pourrais dire. Il y a une reconnaissance d'abord, que ce soit une voix, une image ou un écrit, je ne sais pas. Mais les voix vous accompagnent de plus loin que moi. En l'enfance, quand il y avait Tintin, je m'accrois toujours, j'ai relu Tintin.
certaines, Barbara ou Bowie ou Nina Simone, sont là vraiment depuis l'enfance. D'autres sont arrivés plus tard, comme Verrou, ce qu'on entend aussi. Et puis évidemment, les bonnes écrivains ou d'autres cinéastes arrivent plus tard encore. Non, c'est une gratitude, c'est d'être accompagné par une voix. Quand j'étais enfant, au moment de mon enfance, j'étais accompagné par une voix. J'appelais la voix du bon Dieu qui, si je descendais l'escalier, elle me disait, et puis il descendait l'escalier. Si je croquais dans une pomme, et puis il croquait dans une pomme. Donc c'était à la fois très potentiel, sentir un élu. Mais c'est aussi l'idée qu'il faut écrire sa vie. C'est envie, cette idée-là. À propos de Godard, il a été très présent à votre esprit lorsque vous travaillez à C'est pas moi. Il a choisi d'en finir au moment où vous travaillez sur le film et sur l'exposition. Ça a contribué d'ailleurs à la difficulté de poursuivre. Il y a dans C'est à moi sa voix, il y a la vôtre qui est caverneuse et volontiers comique, comme lui a pu aussi user parfois de la sienne. Il y a le grand collage qui est C'est à moi, il y a les textes à l'écran. Alors ce départ de Godard et ce qu'il a marqué en vous avec ses films, est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu inscrire dans C'est à moi, à votre manière, hein, totalement, mais, ou est-ce que c'était plus inconscient? Je ne connais pas trop la différence. Quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert à la fois en même temps et le cinéma muet et les nouvelles vagues européennes, mais pour moi c'est principalement Godard. Je me souviens de 17 à 20 ans peut-être, avoir été, je découvrais Godard, donc il y avait de quoi faire parce que j'arrivais. Il avait fait beaucoup de films, mais il avait fait des films de cinéma, et ce qu'on connaît de la nouvelle vague. Et puis il était passé à la vidéo, les films sur la Palestine, etc. Mais ma peur, c'était qu'il meure avant. Vous voyez, j'avais très peur qu'il meure. C'est-à-dire que je me disais, mais il faut qu'il livre, il faut que j'ai quelque chose à découvrir chaque année. Bientôt, j'arrive à la fin de ce qu'il a fait. J'avais cette peur qui m'a quitté, heureusement, quand j'ai commencé à faire des films. Et j'ai jamais repensé jusqu'à la mort de Godard. Voilà. Alors le mouvement et l'élan qu'il apporte, que la musique aussi peut impulser, que l'amour aussi peut impulser, est au cœur de ce film et traverse aussi vos précédents. Il y a la plongeuse, la spineuse, la course toujours. Ce mouvement, vous le ramenez aussi aux origines du cinéma, à la chronophotographie, au battement des images cinématographiques avant qu'elles ne deviennent un flux numérique. Qu'est-ce qui se joue pour vous entre le mouvement, l'élan et le cinéma? C'est là où le cinéma est quand même très singulier. D'abord, c'est le sonar qui a nécessité une invention. Pas seulement une invention, mais il y a un moteur. Même si on continue à dire moteur, il n'y a plus de moteur pour les caméras. Et quand il y avait un moteur, cette tournelle, on dit toujours cette tourne, il n'y a plus rien qui tourne. Et au risque de dire action, il n'y a plus d'action en fait. En fait, je suis passé assez facilement du. Je n'ai plus la question. Qu'est-ce qui joue entre le mouvement est très présent dans vos films. Qu'est-ce qui joue entre le mouvement, l'élan qu'il apporte et le cinéma pour vous? Comment tout ça se joue?
parlais des rencontres, je parlais des rencontres des gens. On rencontre des fois des voix de gens qu'on ne connaît pas, des films de gens qu'on ne connaît pas, ou des écrits. Des fois, on fait des rencontres dans la famille. Donc, il y a eu Jean-Yves Escoffier quand j'avais 20 ans. Et puis, évidemment, il y a l'acteur de Niavant. Je ne pense pas que j'aurais fait ces films-là, c'est-à-dire des films, effectivement, des films des gens qui calment, des courses, ces rapports-là. Si je n'avais pas eu ce corps-là, je n'ai pas moi, parce que je n'avais pas eu Denis avec moi, qui vient pour moi des origines du cinéma, c'est-à-dire du cirque, de la foire, du mime, etc. C'est quelque chose que j'ai retrouvé avec cette marionnette, Annette. C'est-à-dire, je passais de Denis à la marionnette, et finalement, c'est le même plaisir. Parce que une marionnette n'est rien d'autre que la permité de la liberté. Si on la laisse tomber, il n'y a rien. Il faut des gens qui tirent les ficelles, qui tirent les tiges, etc. Pour qu'elles prennent son élan. Voilà. Et justement, pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, la danse, l'acrobatie, les arts forains sont présents depuis le départ, et la performance parfois extrême, notamment celle de Denis Lavant. Est-ce que cette performance, au moment du tournage, le spectacle éphémère et fragile, la mise en danger, relatif, mais est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous une nécessité dans chaque film? Ça doit être présent toujours. Non. Il y a plusieurs choses. Il y a, déjà, si je demande quelque chose à un acteur ou une actrice, je le fais aussi. J'arrive, je le fais aussi. C'est vraiment des cinématiques, tout en parachute, je sais pas. Faire un soir, c'est périlleux. Mais j'ai un trou. Sur la performance et le spectacle éphémère et fragile, oui. Son importance au tournage. Ça m'est venu aussi de. Quand j'ai compris comment se passait un tournage, j'avais pas mon premier film. Je me suis dit qu'il fallait des bornes, et pour moi, pour les acteurs, c'est-à-dire des bornes physiques, c'est-à-dire quoi qu'il se passe sur le tournage, si ça a l'air difficile ou des choses malheureuses, il fallait préparer une scène, et en général, je mettais plutôt vers la fin du film, où il faudrait danser ou faire des choses physiques. Et ce qui obligeait nous tous à travailler ça, c'était des choses plutôt difficiles mais joyeuses, physiques. Et donc, j'ai construit de plus en plus mes films comme ça. J'ai jamais fait un film dansé, j'ai jamais fait ce que j'aimerais bien faire. Mais j'ai essayé de le concevoir comme ça. À propos du cinéma, des images et du regard hier et aujourd'hui, vous parlez de l'innocence et du tremblement du commencement avec l'arrivée du train au vert de la Ciotat des Frères Lumière, du regard des dieux, avec ce que les premières machines cinématographiques imprimaient aux images, de la fatalité peut-être, du destin peut-être, notamment à travers cet extrait de L'aurore de Murnau, sur lequel vous écrivez que si un jeune homme suivait aujourd'hui son amoureuse et la filmait avec la caméra de son portable, ces images n'auraient pas ce poids-là. Alors comment faites-vous vous-même, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment faites-vous vous-même aujourd'hui avec cette question dans vos propres films? C'est une question que je pose tous les cinéastes, qui, en tout cas, tout le monde est confronté à ça. Je pense plus particulièrement au cinéma comme aux autres arts. Parce que le cinéma
vieux ou qu'il est vieux déjà, quelque chose. Donc cette puissance des origines, cette peur qu'on peut avoir devant ce train qui arrive en gare, il faut la réinventer parce qu'aujourd'hui, comment faire, je ne sais pas d'ailleurs. C'est ce que je me dis dans la tête, c'est peut-être ça qui me pousse. Concrètement, je ne peux pas vous dire là j'ai réussi, là j'ai échoué. Mais il y a toujours le sentiment que si c'est un jouet, le cinéma, en partie c'est un jouet, on a dit des fois. Il faut réinventer ces jouets. Vous dites chercher l'impression de déjà-vu, le souvenir du présent. Vous dites aussi ailleurs, dans C'est pas moi, de manière comique, à propos de la pomme que vous filmez en reproduisant le tremblement des 24 images par seconde du cinéma, que le présent que vous avez filmé, celui auquel vous vous enregistrez, est déjà vu. Cette impression de déjà-vu, ce souvenir du présent, je me demandais s'il était lié au plaisir et au choc qu'on éprouve parfois en tant que spectateur des films des autres, à une forme de reconnaissance, de sentiment, d'état qu'on a soi-même éprouvé. Est-ce que c'est de l'ordre du plaisir du spectateur ou c'est autre chose encore? Oui, c'est mon passion que le cinéma est un bon endroit pour le déjà vu. Moi, j'ai eu une illusion déjà vue dans ma vie. Enfant, dans un champ d'Irlande. Mais ça m'a appris quand même. Je crois que j'avais lu sur le déjà vu quand j'étais au lycée. Je crois que c'est personne qui disait c'est la forme la plus inoffensive d'une intention à la vie. Et c'est vrai que ça m'arrive. J'ai le sentiment qu'une journée de travail réussie, si à un moment il y a eu ce sentiment-là, même si ce n'est pas une illusion, mais il y a eu ce sentiment que je ne sais pas d'où ça vient, mais ça a été vécu. Alors, on va dire que ce n'est pas très moderne, mais quelque chose qui viendrait. Mais c'est pas ça, c'est j'ai l'impression en ces moments-là d'avoir atteint quelque chose que je ne savais pas que je devais atteindre. C'est un chemin, une évidence de. Je savais que je suivais ce chemin et le chemin devenait évident. Autre chose, est-ce que le regard des dieux que vous évoquez et la voix aussi, la voix de Dieu dont vous parliez tout à l'heure, celle qui vous accompagnait enfant, est-ce que ça peut avoir un lien avec le fait que vous dites vous ne faites pas de plan subjectif, sauf un amoureux que vous avez vous-même identifié. Est-ce que c'est lié ça? Est-ce que le fait que vous recherchez le regard des dieux, que vous ayez entendu une voix qui vous accompagnait, qui décrivait vos actions longtemps pendant l'enfance, et le fait que vous ne fassiez pas de plan subjectif, ou un seul une fois amoureux, c'est lié? Non, je crois que c'est. J'ai commencé à faire du cinéma jeune, et sans rien savoir. Enfin, je ne sais pas. Et je m'étais fixé quelques règles que j'ai oubliées, mais j'avais des peurs. Je n'ai pas arrivé à montrer tout de suite, etc. Mais je m'étais dit, peut-être pas pour Hitchcock, en tout cas, je ne ferai pas de plan subjectif. Je ne ferai pas de champ contre champ, je ne montrerai pas quelqu'un vu par quelqu'un d'autre. Parce que ça. Je ne sais pas le faire autrement ou mieux, quoi. Et en plus, ça m'imposera des choses, parce que je ne sais pas trop quoi faire, donc si je me dis, voilà, peut-être jamais un personnage n'est vu par un autre personnage, peut-être ça inventera quelque chose, comme ça que ça commence.
du film, il y a aussi les morts dont l'amour vous élève, la présence constante des disparus, aimés et aimants, jusqu'à la dédicace, vous en avez déjà parlé, à Jean-Yves Escoffier, qui était votre premier directeur de la photographie jusqu'aux Amours du Pont-Neuf. Le cinéma, ça se fait à plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des quelques-unes et quelques-uns, vous avez commencé tout à l'heure, mais qui sont essentiels pour vous, que ce soit ceux qui ne sont plus là, mais qui vont souvenir vous accompagnent, et ceux qui sont là aujourd'hui, avec qui vous faites, qui est essentiel dans votre chemin? Je ne vais pas citer forcément tout le monde, mais ce que je sais, et ça je le sais depuis le premier jour, c'est que on ne fait pas de film tout seul. C'est une partie aussi. C'est quand même du cinéma, c'est pas. Même si on le fait avec très peu de monde des fois, il faut au moins 2 ou 3 ou 4. Et que, en plus jeune, moi je. Je me suis mis plus jamais d'école. Et puis j'ai une personnalité, j'avais un truc un peu anti-étudiant ou anti-études. Et après en voyageant, tout le monde me dit, mais ces études de cinéma, on ne voyait pas à quoi elles servaient. Finalement, c'est quand même l'occasion pour les gens de rencontrer, de faire des rencontres, d'être un rédacteur ou un futur rédacteur de rencontrer quelqu'un, un chef opérateur, une chef opératrice, etc. Et, bon, moi j'ai eu la chance de faire des rencontres à différentes étapes de ma vie. J'ai développé à 20 ans, puis après à 30, puis après à 40, etc. Et c'est peut-être des rencontres de chef opérateur, chef opératrice, monteur, monteuse, acteur, illustratrice, évidemment. Voilà, donc c'est des miracles parce que je vous propose qu'on fasse une petite pause avant de reprendre la conversation et qu'on regarde quelques extraits de votre travail. Ce deuxième temps d'ouvrir la conversation à la salle, de vous ouvrir. Alors, il faut parler, il faut vraiment le micro parce que sinon on va mal vous entendre. Donc, voilà, faites signe et on vous passe un micro.
bonsoir, merci pour vos films. En introduction, on a eu une description de ce qu'aurait pu être l'exposition au Centre Pompidou et pourquoi elle n'a pas eu lieu finalement. Pourquoi elle n'a pas eu lieu c'est trop cher pour les films, je vois. Il est trop cher quand on a carte blanche. J'ai une carte blanche. Je ne pourrais pas une carte blanche à quelqu'un. Et puis je ne sais pas si c'est mon truc, moi je ne vais pas dans les musées. Là j'aimais bien parce que ça venait juste après un tournage, après les sorties de films, c'est toujours un peu compliqué. Là il est enchaîné avec quelque chose, des expositions, etc. J'ai toujours aimé le nom de Pompidou. Je pense que ça fait penser à Marilyn Monroe. J'aimais pas le politique, c'est du président dont je me souviens. Mais j'aimais bien cette tête et ces cigarettes. Donc je vais le faire. Je ne vais pas faire oui pour ça, pour c'est devenu lourd. Quoi. Voilà. Une autre question? Pourquoi avoir mis Polanski, ce jeune homme du ghetto de Cracovie, et tout d'un coup, on est habité par le mal, on peut avoir subi la pire des choses et pouvoir commettre le mal, mais pourquoi l'avoir, comment dire, j'ai eu l'impression que vous l'attaquiez. J'ai eu mal. Oui, j'ai entendu ça, et le contraire. Mais ça fait partie des choses. Je crois que j'ai jamais parlé de Polanski, je ne le connais pas. Ça fait partie de ces choses. C'est un peu la réponse de Rimbaud à sa mère. La saison d'enfer, ça dit ce que ça dit, littéralement ou cinématographiquement, et dans tous les sens. C'est-à-dire, je ne veux pas reparler dessus. Si ça nous fait mal, c'est pas très grave, je le sens. Voilà, peut-être c'est aussi ce que je disais sur le 21e siècle et le 20e siècle. Les deux siècles doivent s'épauler, il ne faut pas qu'un oublie l'autre, que l'autre fasse chier. Voilà. Question au fond. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez rencontré Oksana Shachko. Enfin, comment c'est venu. Pourquoi est-ce que vous l'avez montré dans ce film-là et pourquoi est-ce que vous l'avez aimé et voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Je crois que je l'ai rencontré à ma demande à l'époque. J'avais lu, je l'ai rencontré. Elle était sur le point de quitter déjà les faits. Elle était exposée. Parce que depuis l'enfance, elle avait des icônes. À sa façon. Non, je ne sais pas quand, je veux dire, j'aimais beaucoup et que le film était bien. Un peu marqué par ce qui se passe en Ukraine. J'ai tout de suite pensé à elle et Une autre question? Oui.
y a beaucoup de séquences nocturnes dans vos films. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'attrait de la nuit et, d'un point de vue concret, des séquences nocturnes? Pourquoi? Ouais, je pense que ça vient un peu aussi de plusieurs choses. Quand j'ai commencé à faire des films, comme j'ai dit, j'ai commencé par le noir et blanc, j'ai le traitement de la couleur, mais j'ai même commencé par, si vous voulez, c'est la nuit en noir et blanc, c'est pas très difficile. On éclaire ce qu'on veut, et puis le reste, voilà. Ce qui me fait toujours peur, d'ailleurs, la couleur, et encore plus dans le digital. C'est quand tout est éclairé, si vous voulez. Donc c'était un peu une lâcheté, on pourrait dire, mais aussi parce que j'ai jamais compris les gens qui allaient au cinéma la journée. Vraiment, quand on sort de la salle, il faut qu'il fasse nuit, si pas possible. On ne va pas sortir de la salle, parce qu'on a la lumière du jour. Le cinéma appartient à la nuit, quand même. Voilà. Merci beaucoup. Juste derrière, Laurent, juste derrière. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport au mode d'expression que vous avez choisi d'employer avec ce film, qui est celui du montage qu'on peut caractériser comme expérimental. Et je veux savoir quel est votre rapport avec ce mode d'expression, sachant que Godard a pu lui-même dans certains de ses films l'employer. Et voilà, pourquoi vous avez choisi celui-là et pas un autre pour parler de vous, pour faire votre autoportrait. Non, enfin, moi, je vois pas ça comme expérimental, je vois ça. Ouais, encore là, je renverrai vers l'enfant, je vois ça comme très enfantin, et dans le plaisir, et dans oui, l'alcool, le collage, ce que les enfants aiment bien faire, découper des bouts de papier, etc. Encore une fois, c'était tellement vaste, question où en êtes-vous, comme je disais tout à l'heure, il fallait partir, mais comme sur tout film, il faut partir de son chaos et essayer d'en faire quelque chose. Donc on pourrait dire chaos, éclat, c'est des éclats, et comme il s'est construit, comme je l'ai raconté, des jours et au lit et à la table, j'avais que des éclats entre les mains, donc moi j'ai toujours aimé le montage. La même monteuse depuis je ne sais pas combien d'années. Et je suis là tous les jours en montage et j'avais jamais touché avant, très peu. Et là, bon, après c'est le montage digital, ça n'a plus de rapport. Quand j'ai commencé, j'ai fait encore couper, coller, vraiment. Et dérouler, enrouler, faire exploser la pellicule, enfin tout ça. Ce qui était plus marrant, très ardu quand même. Là c'est devenu un jeu d'enfant, là, du coup. Une autre question? Alors, avant peut-être de nous quitter, je voudrais saluer la présence dans la salle de plusieurs personnes qui ont travaillé à ce film, c'est pas moi, qui ont travaillé aussi au projet d'exposition ici, avec vous, les Léos, avec nous. Alors il y a Tatiana Bouchin, qui nous accompagne depuis quelque temps comme directrice de production et aussi qui travaille avec vous dans votre société Téléfilm, qui a été évidemment quelqu'un de très important. Caroline Champetier, vous l'avez entendu au départ, elle a été essentielle dans ce rêve d'exposition. Et bien sûr, pour C'est pas moi. Il y a Nelly Quétier, votre monteuse depuis Mauvais Sang,
qui n'a pas monté C'est pas moi, mais qui, je crois, quand même, a jeté un œil dessus et a eu quelques échanges avec vous. Et puis Juliette Piccolo, qui est assistante à la réalisation sur certains de vos films et qui avait travaillé sur le projet d'exposition avec nous. Je voudrais remercier évidemment le Centre Pompidou et tous ceux ici qui ont travaillé à cette exposition, à ce projet. Donc j'espère qu'un jour, peut-être, quelque chose existera au-delà de ce film, différemment, ailleurs, dans l'espace, je sais pas. Et remercier aussi Mathieu Belleville qui avait porté ce projet d'exposition avec nous ici. Voilà, et je remercie beaucoup Léos pour ce temps que vous nous avez consacré, pour cet échange. Et donc le film C'est pas moi, on vous l'a dit, sort en salle mercredi partout en France. Vous pourrez aller le revoir, se revoir et inviter vos proches à faire de même. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine fois. À bientôt.